Hey, bonjour! Ici Omnic pour un nouvel épisode de JDR Paresseux. Aujourd'hui, je veux vous donner quelques trucs pour préparer une enquête. Parce qu'en GDR, c'est pas toujours évident. Moi, par le passé, je pense que j'ai tendance à un peu sous-préparer mes enquêtes parce que je voulais être certain que mes joueurs et joueuses soient en mesure de résoudre le problème. Mais d'un autre côté, on veut pas que ce soit trop facile. On a aussi peur de peut-être les mener un peu par le bout du nez, donc on veut donner toujours beaucoup d'options, peut-être des fausses pistes, tout ça. Ça mène pas nécessairement au meilleur résultat. En tout cas, ça prend beaucoup de temps et d'efforts de préparation. Donc, je voudrais vous parler de trois approches qui vous permettraient de faire, selon moi, plus facilement des enquêtes en jeu de rôle. Puis je vais finir avec quelques conseils généraux qui peuvent être tirés de ces trois approches-là. Donc, la première de laquelle je vais vous parler, elle a été élaborée entre autres par The Alexandrian, qui est un blog assez connu quand même de jeu de rôle, sur la règle des trois indices. Donc, comme le nom le dit, le concept est très simple. C'est que si vous voulez que vos joueurs et joueuses arrivent à une conclusion, à une révélation, par exemple que le meurtrier était un loup-garou, je pense que c'est des exemples qu'il donne, vous avez besoin de mettre au moins trois indices dans le monde de jeu qui mènent vers cette révélation-là. Parce que les joueurs, les connaissants, ils risquent de passer à côté du premier, ils risquent de mal interpréter le deuxième, fait qu'il faut souvent en mettre trois pour être sûr qu'ils ou elles comprennent bien. Euh, Jusqu'à là, ça a l'air quand même assez simple. Mais je pense que c'est encore mieux si on prend ces trois indices-là, puis on applique un autre concept de The Alexandrian qui s'appelle des nodes. Dans le fond, une node, c'est une manière de penser ou d'organiser une partie, un scénario, peu importe. Quand un node, ça peut être des lieux, ça peut être des personnes, ça peut être des scènes. Et quand vous préparez, par exemple, ce scénario-là, vous pouvez préparer différentes nodes. Donc, par exemple, le contexte de départ, ça peut être la première node. Appelons-la la node A. Puis après ça, celle-ci peut avoir des indices. Puis là, on parle d'indices. On parle pas nécessairement de quelque chose qui permet de résoudre des meurtres. C'est pas juste des indices dans le sens de mystère. Ça peut être juste un élément qui nous permet d'aller vers un autre point. Fait que l'idée, ça serait par exemple d'avoir trois indices différents dans la node A qui mènent chacun vers d'autres nodes. Ce qui permet d'avoir plusieurs pistes possibles à suivre. Puis après ça, dans les autres nodes, donc que ça soit un lieu, que ça soit comme une personne, un contact qu'on a, ou une scène qui se déclenche, comme une poursuite par exemple, euh, ça va nous amener vers d'autres indices qui vont eux-mêmes mener vers d'autres nodes, etc. Parce que ce que ça permet, entre autres, c'est d'avoir une aventure qui n'est pas linéaire et de faire différents types de diagrammes. Si vous allez sur le blog, vous allez voir qu'il y en a fait plusieurs. Euh, pour, pour faire une espèce de cartographie de votre intrigue. Donc ça, je trouve ça très chouette. Je vais vous donner un exemple que j'ai tiré comme ça de ma tête. Disons qu'on est dans un contexte moderne. On est dans une partie moderne. Vous essayez de retrouver un savant qui aurait découvert une technologie qui est révolutionnaire. Vous savez qu'il y a un agent d'une autre organisation alliée qui devait le protéger. Mais là, vous arrivez, vous êtes en pleine ville, en plein centre-ville, et vous tombez sur le cadavre de cet agent-là. Vous savez pas qu'est-ce qui arrivé avec le savant. Donc, qu'est-ce que vous faites? Là, si on prend la théorie des trois indices, je pourrais dire, OK, si vous pourriez potentiellement trouver une carte d'affaires dans son blouson qui mentionne un hôtel. Donc, l'hôtel, ça peut être le lieu, ça peut être une node. Donc, ça, le premier indice mène à l'hôtel. On pourrait aussi avoir un téléphone portable. Si on réussit à entrer dans le téléphone portable, on trouve un contact. Puis ce numéro-là, ça peut être le numéro du savant. Donc, la node, ça serait le savant comme tel qu'on essaie de retrouver. Et troisième indice, ça pourrait être par exemple qu'on surprend quelqu'un en train d'épier la scène. Donc ça pourrait peut-être être un sbire de l'organisation vilaine qu'on recherche. Puis là, ça pourrait activer, comme je disais tantôt, une poursuite. Euh, qui pourrait nous mener vers un autre lieu ou qui pourrait nous donner des informations sur qu'est-ce qui s'est passé si on réussit à attraper la personne. Puis ça, c'est juste un exemple comme très rapide, mais chacun après ça de ces différentes nodes-là, par exemple l'hôtel, le savant, tout ça, pourrait nous amener vers d'autres lieux. Bon, là, le savant dans cet exemple-là, c'est un peu la personne qu'on pense qu'est la clé d'une énigme, mais ça pourrait être que, en fait, c'est la technologie qu'on veut trouver, puis le savant, c'est juste une autre étape pour arriver à cette technologie. Ça, c'est la première approche, les trois indices. Vous avez peut-être pu voir une faiblesse potentielle de cette approche-là, c'est qu'est-ce qui arrive si on manque des jets? Qu'est-ce qui arrive si on est dans un jeu typique avec compétences? Puis que même si on a mis les trois indices, ça reste que les personnages joueurs sont vraiment pas chanceux, ils sont pas capables de faire aucun jet qui est lié à la recherche d'indices.
Et c'est là que je passe à la deuxième approche dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est l'interprétation versus la recherche d'indices. Ça, c'est l'approche qui est prise, entre autres, par Gumshoe, le système Gumshoe, qui est pour les enquêtes, si vous connaissez. Donc, l'idée centrale là-dedans, c'est qu'il y a différents types de compétences. Il y a des compétences générales, comme on peut penser en général, comme de perception, de course, des choses comme ça. Mais il y a aussi des compétences spéciales d'investigation. Et ces compétences d'investigation-là, on n'a pas besoin de les lancer pour trouver des indices. Et ça, c'est très important. Ça nous dit que, en fait, si l'information qui est donnée par un indice se veut essentielle, pour continuer, c'est essentiel, sinon on le rate, l'histoire avance pas. Dans ces cas-là, il faut donner l'information. Il ne faut pas la garder parce que ce qui est intéressant, dans le fond, c'est pas tant de trouver l'information, mais c'est comment on l'interprète. Et ces compétences d'investigation-là sont propres aux différents personnages. Et en fait, la liste, on peut avoir des listes différentes selon le genre, selon le monde, parce qu'ils nous disent comment on veut explorer le monde de jeu. Par exemple, dans une partie moderne, il pourrait avoir archéologie, il pourrait avoir tout ce qui est criminologie, il pourrait avoir différentes approches comme ça. Et donc, si on a l'approche appropriée pour trouver un indice, donc la compétence d'investigation, dans les termes de Gumshoe, on obtient l'indice sans faire de jet. Tant qu'on a une compétence qui est applicable. Il y a aussi des trucs qui ont été rajoutés dans le système qui permettent de dépenser certains points, par exemple, ou de se pousser pour avoir des indices supplémentaires ou des bénéfices. Donc, c'est des trucs qui sont pas essentiels à résoudre l'intrigue, mais qui peuvent quand même nous aider. Donc, il y a quand même un avantage à être vraiment bon dans qu'est-ce qu'on fait. Mais à la base, on veut surtout avoir différents personnages qui se complètent, qui ont des expertises complémentaires. Donc ça, c'est la deuxième approche. Mais celui-ci, vous allez le deviner, a aussi des risques. En fait, il y en a plusieurs que je vois dépendamment de comment les maîtres de jeu s'y prennent. Il y a le risque qu'il y ait des fausses pistes, les fameux red herrings, qui peuvent envoyer des joueurs, des joueuses dans une mauvaise direction. Et c'est pas nécessairement une bonne chose toujours en jeu de rôle, puis ça peut bouffer beaucoup de temps de jeu. Ça peut aussi bloquer si les personnages joueurs sont simplement pas aux bons endroits. Donc, on voudrait bien leur donner les indices, mais ils sont pas là, ils sont pas où ils devraient être en ce moment. Et finalement, il y a aussi un risque de linéarité comparativement à l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure. Dépendamment comment c'est construit, comment le scénario est construit, il y aurait toujours le risque de mener les personnages par le bout du nez. Et je pense que ma troisième approche répond à certains des problèmes de la première et de la deuxième, même si elle n'est pas parfaite. C'est trois approches différentes qui ont quand même leur force. Et la troisième, c'est l'enquête émergente. Vous avez peut-être connu ça si vous avez joué à Brindlewood Bay, Public Access ou d'autres jeux propulsés par l'Apocalypse, qu'on appelle spécifiquement des Carve from Brindlewood, parce qu'ils sont tous basés sur Brindlewood Bay, qui est un jeu d'enquête dans lequel on joue des mamies qui essaient d'élucider des meurtres avec un petit background Lovecraftien. Mais la clé là-dedans, c'est que le système est très différent des autres systèmes d'enquête qu'on connaît dans le jeu de rôle. En fait, sur deux points. Le premier, c'est que les indices en tant que tels sont flottants. C'est-à-dire qu'il y a une liste d'indices qui vient avec les différents scénarios, si on peut dire, mais c'est pas des scénarios dans le sens classique, c'est plus comme des listes de suspects, des listes d'indices, etc. Le maître de jeu peut en prendre une qui est préfet ou peut aussi faire son propre scénario, évidemment. Mais dans tous les cas, il va toujours avoir des indices qui sont flottants, qui sont liés à aucun lieu, aucun personnage non-joueur, pour qu'en jeu, on puisse les combiner selon les besoins. Et ayant avec ça, pour que ça ait du sens, il y a l'idée qu'il n'y a pas de solution préétablie. Donc, tout ce que le maître de jeu a, c'est ces listes-là de personnages, de lieux, d'indices qui ne sont pas nécessairement liés ensemble, puis c'est dans le jeu, en jouant, que ça va se faire comme de la magie. Et les indices vont se trouver, dans le fond, là où les personnages joueurs vont chercher. Ils doivent quand même faire des jets. Il y a des jets de différentes compétences de recherche selon le jeu. Mais après ça, si on trouve quelque chose, le maître de jeu probablement peut pas décider qu'il n'y a juste rien de pertinent. Il doit avoir des choses. Si le jet dit que le joueur ou la joueuse trouve un indice, alors il ou elle va en trouver un. Mais c'est au maître de jeu de choisir dans la liste ce qui est approprié et de l'adapter. Donc ça, il y a quand même un petit travail d'adaptation, puis il faut être capable d'improviser, parce qu'on n'a pas pu faire tous les liens à l'avance. Il faut les construire en jeu. Mais ça peut être son propre plaisir, évidemment, de faire ça, d'improviser premièrement sur les indices, puis aussi de créer ensemble la solution. Parce qu'à la fin de la partie, dépendamment des indices qu'ils ont pris, les joueurs et les joueuses vont pouvoir émettre une théorie, puis on va lancer des dés pour savoir si la théorie est bonne ou non. Fait que le maître de jeu peut, en fait,
théoriser au même plan que les joueurs et les joueuses, parce que même en lisant le scénario, on n'a pas plus d'indices sur qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai. Donc c'est plus l'expérience, en quelque sorte, d'écrire une série ou un film de Cozy Mystery, par exemple, dans le cas de Bridle Bay, plus que de déchiffrer un puzzle. Qui est un plaisir que, évidemment, certaines personnes ont, puis c'est tout à fait correct, mais il y a aussi cette manière-là alternative que je voulais vous présenter. Évidemment, il y a d'autres petits aspects mécaniques, là. Par exemple, on peut dire que des niveaux de succès différents nous ajoutent d'autres bénéfices. Il y a aussi une possibilité par les réactions de maître de jeu, par exemple, de dire « Ah, un suspect s'est fait tuer parce que vous n'avez pas été assez vite. » Donc ça aussi, ça met de la pression de temps qui peut quand même donner le sens que OK, là on est dans l'enquête, il y a des vrais suspects, il y a de l'action qui bouge, puis si on ne résolve pas ça bientôt, ben il peut y avoir quelque chose de mal qui se passe. Et je voudrais terminer en faisant une espèce de petit sommaire, ou du moins les choses que je tire de ces trois approches-là. La première, c'est que, comme ce que je viens de dire, une ligne de temps, ça peut être vraiment efficace. De mettre à l'avance, même si vous n'avez pas une solution, comme je dis dans la troisième type d'approche, vous pouvez avoir une ligne du temps pour qu'est-ce qui va se passer pendant que l'enquête va avoir lieu. Est-ce qu'il va y avoir des suspects qui vont essayer de brouiller des pistes? Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, un corps qui va être déplacé à la morgue, puis vous devez le trouver avant? Fait que ça peut vous aider à vous ancrer, puis aussi mettre de la pression temporelle, comme je disais. Le deuxième conseil général que j'aurais pour vous, c'est, comme je l'ai montré dans certains de ces systèmes-là, il y a des bénéfices particuliers. De un, si vous avez la bonne compétence, vous utilisez par exemple, des points ou si vous roulez particulièrement bien. Fait que ça peut donner quelque chose de plus pour se mettre sous la dent, mais on peut aussi mettre des conséquences. C'est-à-dire que oui, vous allez trouver certains indices, mais si vous n'allez pas à lieu X ou lieu Y, même si vous réussissez à trouver la solution, ça se peut que vous ayez manqué des contacts, ça se peut que vous n'ayez pas pu sauver quelqu'un. Tu sais, fait qu'il y a quand même des manières de rajouter des complications qui sont en dehors du seul cadre de l'enquête, donc quels indices j'ai trouvés, puis qu'est-ce qu'on les met ensemble. Euh, donc ça aussi, ça peut être intéressant d'un point de vue ludique. Et finalement, mon dernier conseil, c'est que les trois approches ne sont pas nécessairement opposées, qu'on peut les mélanger, surtout 1 et 2, pour complémenter sur le point de leur force, mais de leur faiblesse aussi, pour répondre à leur faiblesse. Mais je pense que la 3 aussi, s'il y a un indice qui est manqué, puis vous pensez finalement, oh non, cet indice-là est vraiment essentiel parce qu'en ce moment, les gens autour de la table sont pas capables de faire les liens que j'avais faits, ben, placez-la ailleurs. T'sais, peut-être que vous allez devoir changer un peu son interprétation, mais placez-la ailleurs, comme dans l'enquête émergente. Puis ça va peut-être régler votre problème. Euh, Fait que j'espère que ça vous aura fait réfléchir sur peut-être les petits points, les petites difficultés qui peuvent arriver avec les enquêtes. C'est quoi les différentes manières d'approcher ça puis de résoudre peut-être ces problèmes-là qui ont été avancés. Puis que ça va pouvoir vous aider à faire des enquêtes plus facilement. Pour avoir plus de temps pour paresser. D'ici là, c'est ce que je vais faire. Donc je vous dis déjà à la prochaine.